Donc, tu vas regarder la caméra là-bas, ok, voilà, et tu fais ton clap, comme ça on aura un... Parfait. Eh ben, Muriel, rebonjour. Cette fois-ci, on a changé, on est chez nous. Ouais. Peut-être pour les quelques-uns qui nous découvrent, qui n'ont pas encore vu la première vidéo, je vous conseille d'aller la voir, évidemment. Je rappelle peut-être en quelques mots qui tu es. Tu es Muriel Conrad, tu es présidente de l'Association professionnelle des sages-femmes de Belgique. Oui. En même temps, tu es aussi professeure en haute école et tu pratiques le métier de sage-femme en tant qu'indépendante. Oui, tout juste. Voilà, depuis 20 ans. Oui. Je vous invite donc à aller voir la première vidéo où on a parlé plus de la place du papa avant l'accouchement. Oui. D'accord. Et on terminait cette vidéo en disant que il y a des situations où un couple peut se retrouver tout seul. Oui. D'accord. Parce que la famille et les amis ne sont pas là, ou ils sont loin, ou peu importe. Tu me disais, si quelque chose se passe mal, il faut absolument se faire aider. D'accord. Est-ce qu'il existe des associations, des services qui permettent d'aider des parents qui ont besoin d'aide pendant la grossesse, ou même peut-être après, pour que ça se passe mieux si on n'a pas la possibilité de faire appel aux parents, aux amis, Alors, etc. Certaines mutuelles qui proposent comme cadeau, tu vois, des titres-services, etc. Donc ça, renseignez-vous dans les mutuelles. Ça peut déjà être une bonne aide pour le ménage, pour ce genre de choses-là. Il existe aussi des puéricultrices à domicile qui peuvent venir, évidemment sous certaines conditions, etc., qui peuvent venir aider les mamans quand elles sont parfois isolées ou même avec un papa en difficulté, par exemple. Il y a aussi des rencontres genre bar papote, tu vois, un peu qui sont organisées avec parfois à l'ONE, parfois dans d'autres structures où on a l'occasion de venir rediscuter un peu, de se soutenir entre couples. Il y a sur la région de Liège, il y a le Baby-Bar par exemple aussi, des endroits de rencontre, tu vois, des choses comme ça. Et pratiquement, des puéricultrices, des aides ponctuelles. On a aussi des services comme Seconde Peau, Koala, c'est des structures un peu hospitalières, hospitalières ou extra-hospitalières. Je cite ces deux-là parce que c'est sur Liège, mais il y en a dans les différentes provinces et régions qui viennent alors aider, soutenir les parents dans la parentalité. Donc ça, c'est vraiment des super structures aussi. Ok, écoute, j'essaierai de retrouver les différents liens. Si tu en as, on les collectera et puis je les mettrai dans le... Oui. Alors ça, c'est les premières qui me viennent, mais tu as Baby Spot aussi, au Mont-Léger. Enfin voilà, il y a quelques services comme ça. J'essaierai de centraliser tout ça et puis de toute façon, si on a des questions, pas de souci. Il ne faudra pas hésiter. Il y a quelque chose dont on avait déjà parlé la fois dernière mais qui n'est pas passé dans la vidéo, c'est qu'est-ce qu'on doit préparer pour partir à la maternité? Prenez pas, vous y restez plus que 2 jours, 2 à 3 jours en fonction des services. Alors je vous conseille de prendre un petit sac pour la salle de naissance, pas obligé de prendre sa grosse valise, etc. Dans le sac pour la salle de naissance, prenez tout ce qui va vous permettre de libérer de l'ocytocine, tout ce qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous approprier un peu la pièce, d'accord? Alors ça va des huiles essentielles peut-être, dans les odeurs, un t-shirt, des choses comme ça, de quoi grignoter un peu, ne pas oublier le papa qui lui n'aura pas les nausées de l'accouchement, il aura besoin de manger, peut-être que parfois aller chercher, quitter sa femme et quitter la pièce, c'est pas évident. Donc de prévoir peut-être, je sais pas moi, des tartines, des trucs, voilà, de quoi boire, de quoi manger, de quoi occuper la pièce et vous sentir bien, avec tout ce que vous voulez, la musique, enfin voilà, à peu près tout, et de quoi accueillir le bébé. Alors maintenant, pratiquement dans toutes les salles de naissance, on fait énormément de peau à peau, d'accord? Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir un pyjama et un body. Petites chaussettes, petits bonnets et petites couvertures pour pouvoir permettre le pot à pot sur papa ou sur maman, c'est amplement suffisant.
Ok. Voilà, ça c'est pour la salle de naissance. Pour le postpartum après, une petite lampe pour l'allaitement si vous allaitez, ou même pour le biberon, hein. Enfin c'est la même chose. Et de quoi être à l'hôtel pendant 2 jours en fait, vous, papa et bébé. Ok. Si le papa a le droit de dormir. Oui. Parce qu'en chambre commune, pas forcément. D'accord. Particularité pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude d'être dans les hôpitaux, il n'y a pas toujours... Donc, le plateau, c'est pour la maman. Oui. Et il n'y a pas toujours de quoi se manger nourrir pour le papa. l'accompagnant. Non, pour l'accompagnant. Typiquement, par exemple, nous, on a accouché les 2 fois le jeudi soir. Ouais. Le samedi à 18h, tout ce qui était aux alentours de l'hôpital et qui pouvait permettre au papa de se nourrir, n'était pas là, c'était fermé. Ouais. Et donc du coup, il ne faut pas oublier non plus à gérer un petit peu la logistique et à se dire, ok, si papa reste, on va lui trouver quelque chose. Tout à fait. A priori, on a des visites et les gens demandent ce qu'ils peuvent apporter, etc. Donc c'est gérable, mais il faut faire attention à ça. Et maintenant, dans à peu près beaucoup d'hôpitaux, tu as carrément un petit GB, dans les toutes grosses structures. Après, les petites structures, pas du tout. Mais alors, en effet, il faut se faire livrer par des amis, par la famille. Ou par des services de livraison aussi, tout bêtement. Hein. Vous avez la pizzeria du coin qui peut livrer, pourquoi pas à l'hôpital, quoi. Ok. Enfin, pita, c'était pas... Donc on a préparé la valise, Ouais. le sac pour la salle de naissance. Ouais. Comment est-ce qu'on sait quand on doit partir? Généralement, la maman, elle le sent bien, d'accord? Ça, il faut toujours lui faire confiance. Elle sait quand il faut y aller, d'accord? Première... façon de démarrer son travail, c'est un peu la façon hollywoodienne là, tu vois, que vous voyez un peu dans tous les films comme ça. La flaque. Elles rompt leur poche, elles hurlent, elles accouchent. Alors je rassure tout le monde, ça ne se passe pas du tout comme ça. Un accouchement, ça prend du temps, la plupart du temps. Et c'est pas parce qu'on rompt qu'on a forcément aussi des contractions derrière. Parfois, on peut rompre sa poche, c'est-à-dire aller perdre, quand c'est une rupture franche, tu peux perdre 1,5 litre de ton corps comme ça, qui ressemble à de l'eau, hein, d'accord, et ne pas forcément avoir de contraction. Okay. Mais il ne faut pas non plus attendre la rupture de la poche des os parce que tu as des bébés qui naissent dans la poche des os. Tu comprends? Donc ça peut être un signe de départ, mais il ne faut pas attendre cette rupture-là non plus avant d'aller à l'hôpital parce que parfois le bébé arrive. Typiquement, pour la 2e naissance chez nous, pour Henri, Brindy a contracté toute la nuit. Quand on a décidé de partir, il devait être midi le lendemain. Et la poche des os a été rompue 3 heures plus tard. Oui, c'est ça. Et donc, voilà. La plupart du temps, la poche, je dirais, se rompt quand tu arrives un peu dans la phase active du travail. D'accord? Quand la pression est importante, que la tête pousse bien, et alors, du coup, ça réaccélère un petit peu le travail. Okay. D'accord? Mais tu as, à certains moments, des mamans qui rompent leur poche et qui n'ont pas du tout de contraction. Ça, c'est un signe de top départ. En fonction de l'âge gestationnel du germe qui s'appelle le streptobé qu'on prélève sur la fin de l'âge gestationnel et de la couleur du liquide. Hein, il faut que le liquide soit bien clair. On n'est pas dans l'urgence. Mais bon, on y va quand même, c'est le moment de partir. Donc on s'arrange pour regrouper un peu ses affaires, on peut prendre une douche. On téléphone à quelqu'un pour aller chercher les enfants. Voilà, et on y va gentiment parce qu'une fois que la poche est rompue, il y a quand même un risque au bout de 12 ou 18 heures, ça dépend un peu des hôpitaux. On mettra des antibiotiques parce qu'il y a un risque infectieux qui peut arriver chez le bébé. D'accord. Donc ça, c'est une façon de démarrer son travail. C'est pas la plus fréquente, mais c'est celle qui parle à tout le monde, d'accord? Après, tu as aussi les mamans, elles ressentent des contractions. Alors les contractions, c'est vous allez la voir complètement se modifier. Hein. Elle va un peu chercher sa place, pas savoir trop où elle est. Un coup, elle a envie de se reposer, un coup, elle n'a pas envie. Enfin voilà, elle est... voilà, il y a un petit truc qui se passe et les contractions sont comme des vagues, donc elle va sentir des choses arriver avec une montée, un pic et hop, une pause.
Après, je sais qu'on vous dit souvent, il faut y aller, les papas ils sont au taquet avec ça, toi, sur le GSM, sur machin. C'est ce on que j'avais compte fait, les contractions, déjà, voilà. ouais, on compte les contractions, mais non, c'est pas forcément le timing qui compte. Il n'y a pas un chiffre, une fréquence particulière. Il n'y a pas une fréquence, chaque femme est différente, chaque femme a des contractions différentes. Mais en tout cas, on dit qu'il faut des contractions qui sont intenses et régulières, d'accord? Okay. Et intense, ça veut dire qu'à un moment donné, votre compagne, elle va, quand vous allez lui parler un peu à la contraction, elle va faire ouf. Elle se met en mode protection. Ouais, je ne sais pas te parler tout de suite, je vais d'abord respirer un peu et prendre ma contraction. Bah là, le travail commence quand même bien. Et voilà, de nouveau, on peut y aller à partir de là ou attendre encore un peu quand ça devient plus intense. Okay. Ça, c'est un peu comme elles le veulent, d'accord? Et de nouveau, en fonction de paramètres de prématurité, de strepto, de choses comme ça, hein, d'accord? Et ce que le médecin vous aura dit de toute façon aussi. C'est ça. Ça va? On démarre, ouais. On arrive... Vous arrivez généralement par les urgences. Renseignez-vous un peu de l'hôpital où vous allez, mais la plupart du temps, on n'a pas programmé les accouchements, d'accord? Oui, il y en a qui sont programmés, mais quand on démarre de cette façon-là, ils ne sont pas forcément programmés. Et donc, on passe par les urgences, d'accord? Et en fonction des services, on vous monte, on vous conduit alors en salle de naissance ou dans un service qu'on appelle un peu le dispatch, où on va faire le point sur la situation et voir, en effet, elle est en travail, alors on va l'accueillir en salle de naissance. Tu as des services où on arrive directement en salle de naissance, dans une salle d'accueil en fait, où on va mettre un monitoring, on va prendre un peu les paramètres, évaluer un peu la situation au niveau du col, etc. Et en fonction de ce qu'on aura, alors on accueillera maman et papa alors en salle de naissance, où on dira, non, c'est peut-être mieux de rentrer encore un peu, aller profiter un peu de la maison, de vous reposer un peu et de revenir quand ça devient un peu plus intense. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Okay. Alors les mamans, elles se disent toujours, oui, mais je vais y aller pour rien. On ne va jamais pour rien. Vous allez toujours être super bien accueillis dans tous les services et il vaut mieux monter. Alors je dis monter parce que chez nous à Liège on monte dans les hôpitaux, sur les collines, monter et d'être rassuré. Une fois qu'on est rassuré, c'est bon, on peut relibérer les ocytocines et continuer à avancer. D'accord? Okay. Donc il ne faut jamais hésiter à aller dans les services. C'est ça. Ou de téléphoner, de voir un peu ce que la sage-femme vous dira au téléphone aussi. Je sais qu'il y a plusieurs possibilités pour un accouchement. Oui. Okay. J'ai en tête la césarienne et l'accouchement en voie basse. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. C'est peut-être... Césarienne, accouchement en voie basse, okay. Non. Alors on peut utiliser aussi différentes choses comme les forceps et les ventouses s'il y a une urgence derrière pour le bébé. Est-ce qu'on peut passer en revue le déroulement d'un accouchement en voie basse et puis le déroulement d'une... Oui, si tu veux. Ils sont tous un peu différents, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Une fois qu'on a validé le fait que... Enfin, on a validé, ceci dit, les femmes, elles le savent très bien. Elles le savent très bien quand elles y vont que c'est validé. Enfin, je veux dire, elles connaissent leur instinct, etc. On arrive en salle de naissance. Après, un accouchement en voie basse peut prendre du temps, d'accord? Donc, voilà, c'est pour ça qu'on ne se précipite pas forcément tout de suite en salle de naissance et qu'on peut faire une partie un peu du travail tant qu'on est en sécurité à la maison pour ne pas peut-être passer 24 heures à l'hôpital, d'accord? Et c'est pour ça que parfois aussi mes collègues sont amenés à dire rentre chez toi et reviens plus tard pour ne pas que vous y passiez 24 heures. On arrive, on s'installe, on prend un peu possession des lieux. Il y aura un monitoring, d'accord? Alors en fonction des services, le monitoring, c'est 2 capteurs qu'on va mettre sur le ventre de maman et un capteur capte ce qu'on appelle les BCF, les bruits cardiaques fœtaux, et l'autre les contractions, c'est un capteur de pression. Ça ne fait pas mal du tout. La plupart des services maintenant ont des monitorings sans fil, ce qui permet une mobilité sans aucun souci et de ne pas être forcément raccordé au lit. Donc ça va permettre d'enregistrer le rythme cardiaque du bébé et de voir comment le bébé supporte les contractions. D'accord? Donc il y a des services qui vont le laisser en continu et en fonction de certains paramètres. Et d'autres qui vont faire des écoutes alternatives. Donc un coup on va l'avoir pendant 20 minutes, une demi-heure, un coup ça va s'arrêter, etc. Donc ça dépend.
Une fois qu'on arrive aussi, dans certains services, on va mettre assez rapidement un cathéter à maman, d'accord? Donc ce qu'on appelle une voie d'entrée, parce qu'un accouchement, tout peut se passer à tout moment et qu'à l'hôpital, on aime bien avoir une voie d'entrée si on doit injecter des produits, s'il y a une hémorragie, enfin voilà, ce genre de choses. On diminue le temps de réaction. Voilà, on diminue le temps de réaction en cas de problème. Ça sécurise tout le monde et c'est très bien. Alors parfois il est obturé, parfois il est raccordé à une perfusion, ça c'est très... Donc s'il est obturé, maman reste mobile. Oui. S'il est... Alors ça diminue un peu la mobilité, mais ça n'empêche qu'on peut quand même bouger avec la potence et continuer. Oui, les fils sont quand même assez longs, ce qui n'entrave pas encore trop. Oui, tout à fait. D'accord. Ça entrave un peu plus que si tu l'as pas, mais voilà. Après, on va venir régulièrement, en fonction des sensations maman et en fonction de certains paramètres que mes collègues voient, on va venir évaluer l'ouverture du col, d'accord? Okay. Mais déjà, en fonction, si elle est sans péri, comment elle va se comporter, on a déjà une bonne notion que le travail avance, etc. Et donc moi, pendant le travail de mon épouse, oui. J'ai entendu, ok, elle est à 4, elle est à 7, elle est à 8. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors ça veut dire, ça c'est l'ouverture du col, d'accord? Pour que le mobile fœtal, donc le bébé commence à descendre dans le bassin, je vais te montrer après, il faut qu'il y ait une ouverture dite à dilatation complète. Donc c'est à peu près 10 cm, qu'il n'y ait plus de col, que l'espace se laisse bien aller, d'accord? Parce que normalement, un col, il est fermé. Entre l'utérus et le vagin, il y a un muscle qui serre en fait la connexion entre les deux, ou en tout cas il y a une fermeture avec un endocole et un exocole, donc vraiment deux ouvertures si tu veux, qui au fur et à mesure de la fin de la grossesse vont ne faire bientôt plus qu'un, donc le col va s'effacer, et puis pour le travail il doit s'ouvrir, d'accord? Il doit passer aussi de derrière à devant, mais bon, voilà. Donc il y a tout un travail de col qui fait... Donc la première étape, c'est l'effacement du col. Oui. Et puis après l'ouverture. L'amincissement et l'ouverture. C'est ça. D'accord. Et on parle d'une phase de latence, donc quand les contractions sont un peu plus gérable, moins intense, le travail est un peu plus gérable, entre guillemets, à peu près du début jusqu'à 3, 4, 5 cm. Et la phase active du travail, où les contractions deviennent vraiment très intenses, où maman elle est plus trop là, elle est pleine d'hormones, elle est vraiment dans son corps, de 5 à dilatation complète. Et puis, il y a après toute la descente du bébé dans le bassin. D'accord? Donc c'est pas parce qu'on est à dilatation complète que le bébé va forcément arriver tout de suite. C'est pas une autoroute. À troisième, à quatrième, peut-être bien. Mais en premier, il y a toute l'ouverture du bassin et toute l'accommodation de la tête du bébé qui doit se faire dans le bassin. Parce que ça, il faut bien comprendre aussi, c'est que au moment de l'accouchement, le corps de la maman va devoir changer, bouger, pour laisser passer le bébé. Voilà, le bassin va s'ouvrir, le sacrum va un peu se repousser pour que le bébé puisse faire une petite tournure dans le bassin. Et tout ça, ça peut prendre du temps, d'accord? On peut parfois attendre des bébés après la dilatation complète, 1 heure, 2 heures, d'accord? Parce que toute cette descente prend du temps en fonction de comment il est positionné dans le bassin. Et c'est quelque chose qui reste permanent en partie, en tout cas. Oui, je discutais avec une de mes amies qui a accouché il n'y a pas longtemps. Elle disait j'ai récupéré mon poids d'avant-grossesse, mais pas mon corps d'avant-grossesse. Non, en fait ton bassin il s'est ouvert, il a accueilli un bébé. Tu étais fille 2, maintenant tu es mère 2 et tu as accueilli un bébé. Et pour les prochains, alors cette descente sera un peu plus facile parce que justement le bassin ne se referme pas complètement, quoi. Tu vois, donc on a, parfois on prend une taille supplémentaire de plus de jupe là. Voilà. Donc il y a tout ça, il y a la mise en place d'une péridurale aussi à un certain moment du travail, d'accord. La péri pour un premier bébé, franchement, on la met quand même très très tard. Dans certains endroits, il faut vraiment que les cheveux soient là pour ne pas avoir la péri. Il y a encore moyen d'avoir la péri. Après, maintenant, si on dit il n'y a plus besoin de la péri, franchement, il faut y aller, il faut pousser. Qu'est-ce que c'est la péridurale? Alors, la péridurale, c'est une anesthésie loco-régionale, d'accord. On va aller endormir la peau un peu comme chez le dentiste et y passer un petit cathéter, un petit tuyau, par l'intermédiaire, tout le monde s'imagine une aiguille de fou, mais
une aiguille, elle est peut-être de cette taille-là. Ok. Pour Tu me pouvoir... montres quelques 5-6 cm, on dirait. Oui, à peu près, oui. Je peux le prendre une prochaine fois, mais avec un petit tuyau, en fait, qu'on va aller glisser dans un espace qui va permettre, donc ça va être raccordé à une pompe et un anesthésique qui va permettre en fait d'endormir ce qu'on appelle les fibres sensitives, donc de ne plus ressentir la douleur, mais qui n'empêchera pas la mobilité des jambes. Par contre, il ne faut pas se lever, etc. Parce que comme chez le dentiste, ok, on continue à bouger, mais on ne sait pas porter son poids. D'accord ? Donc il y a des risques de chute. C'est pour ça qu'à partir de là, la mobilisation, elle se fait essentiellement sur le lit. Okay. Mais ça n'empêche pas une mobilisation quand même. Okay. Et là, la péri, elle peut être mise à différents stades en fonction de plein de paramètres et d'analyses. Alors, au terme de la première vidéo, moi j'ai eu quelques questions. Entre autres, une question d'un papa qui disait quand mon épouse a accouché, on m'a fait sortir au moment de poser la péridurale. Alors oui, il y a des endroits où on sort tout simplement parce que les pièces sont quand même petites, qu'il y a toutes des manipulations, c'est des manipulations stériles et donc c'est clair qu'on préfère que l'intervenant ne soit pas, enfin l'accompagnant ne soit pas là, mais il y a de plus en plus de services et des anesthésistes qui autorisent alors les accompagnants à rester dans un coin. Donc, pour cette raison-là, pour la raison aussi, c'est vrai, on se croit parfois un peu plus fort, tu vois, que tout menace, ça va aller et tout. Et en fait, avec la chaleur, le manque d'avoir mangé, l'émotion, etc., on peut vite tourner de l'œil aussi sur une manipulation comme ça. Et qu'à ce moment-là, que ce soit la sage-femme ou l'anesthésiste, ils sont là pour maman. Malheureusement, ils ne sont pas là pour l'accompagnant. Et donc, on n'a pas envie de devoir gérer le problème supplémentaire. Et donc c'est pour ça que pour une question d'hygiène, d'asepsie ou de gestion, que la péridurale puisse être mise dans certaines conditions assez calmes, alors on fait sortir le coparent. Après, évidemment, si maman ne parle pas français, si papa parle bien français, et il peut rester là pour la rassurer aussi. Donc, c'est chaque fois des situations qui sont à évaluer. Et ça dépend beaucoup des protocoles de service. Donc, lorsque bébé est bien engagé, on peut placer une péridurale. Alors non. Engagé, ça veut dire qu'il rentre dans le bassin. Quand le travail est bien avancé, je dirais. Quand en fait, tu as une modification du col et que la maman a des contractions qui sont intenses et qu'elle n'arrive plus à gérer. Alors, tu as des mamans qui vont avoir une péridurale aux alentours de 2-3 cm et des mamans à qui on va mettre des péridurales à 6, 7, 8 cm. Ça, c'est très personnel. La péridurale est un outil de gestion de la douleur, d'accord ? Donc, la plupart du temps, l'antidouleur qui marche le mieux, c'est vous les papas, il n'y a rien à faire. Dans le fait d'être présent, dans le fait de peut-être donner de la mobilisation à maman, dans le fait d'appuyer dans le bas du dos, la rassurer. Alors oui, il y a des trucs qu'on ne dit pas, ça va aller ma chérie, vous allez sortir vite fait de la pièce. D'ailleurs, justement, qu'est-ce qu'on peut... Alors, je vais le formuler comme je l'ai vécu. Voir la personne qu'on aime le plus au monde souffrir et on va être clair, moi, mon épouse, je la connais dans la douleur parce que elle faisait du sport de compétition, je l'ai vue sortir du terrain avec une fracture, en serrant les dents et sans rien dire. Mon épouse, le jour de l'accouchement d'Henri, qui est arrivé par voie basse, elle s'est transformée, littéralement. Je n'ai jamais vu mon épouse dans l'état dans lequel elle était le jour de l'arrivée d'Henri. Et c'est lié clairement à la fois à la douleur, aux hormones, etc. C'est extrêmement spectaculaire pour le papa. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos épouses, nos femmes à passer à travers cette... Alors, la chose que vous devez savoir vraiment, c'est que c'est un processus naturel, d'accord ? Je t'entends dire souffrance, douleur, d'accord ? Pour moi, ça,
c'est pathologique, c'est un comportement pathologique, d'accord? Donc la souffrance, la douleur, c'est un signe d'appel de quelque chose qui ne va pas bien. Et donc ton corps est super bien fait, il dit oula, ça monte en puissance, là ça ne va vraiment pas, donc il faut que tu ailles voir le médecin ou tu as un bras cassé ou un truc. Dans le processus de la naissance, la montée en puissance, elle est faite pour te rapprocher du bébé. D'accord? Donc vous les papas, vous devez vous imaginer que c'est un processus normal et naturel et que la maman, elle sait gérer, il n'y a pas de souci. Alors oui, vous allez la voir un peu dans tous ses états, elle peut crier, elle n'est pas là non plus, hein, régulièrement, elle a les pupilles un peu dilatées. Ça c'est génial parce que ça veut dire qu'elle a toutes les hormones pour supporter ce qui se passe, c'est-à-dire les endorphines et les ocytocines. Donc c'est une pompe à morphine vivante, elle se libère elle-même des morphiniques pour supporter ce qui se passe. Après, elle va bouger dans beaucoup de sens, elle va émettre des sons un peu graves et tout parce qu'elle sait ce que son corps doit faire pour accompagner le bébé vers l'accouchement. D'accord? C'est un travail d'équipe. Vous devez ne pas avoir peur de cette situation-là parce qu'on n'est pas dans quelque chose qui ne va pas bien. D'accord? On est dans quelque chose qui va très bien. De plus, la plupart du temps, vous êtes quand même à l'hôpital aussi. Mes collègues ont une vue, même si elles ne sont pas dans la chambre, il y a dans toutes les autres chambres, il y a des monitorings où on a une vision du monitoring, on entend les bruits, etc. Et que s'il n'y a personne qui vient près de vous en mode urgence, c'est que tout va bien, d'accord? Donc rassurez-vous. Et qu'on a une bonne vision de quand ça ne va pas, en effet, alors on viendra et on interviendra pour régler le problème. Mais un comportement comme ça est un comportement naturel qui mène vers l'accouchement, d'accord? Ce que vous pouvez faire, c'est mettre ta main, tu vois, un peu sur elle, dire « Ok, je suis là ». Je suis là pour toi, n'aie pas peur, d'accord? Parfois, ne rien dire, c'est très bien aussi, hein. On n'est pas obligé de dire des choses, parce que le ça va aller, ça nous énerve toutes. Par contre, les choses que vous pouvez faire, c'est ne pas minimiser ce qui se passe et dire oui, je sais que c'est intense, c'est normal, tu vas y arriver, on y est, tu vois, quand ça devient difficile et qu'elles disent mais je vais pas y arriver, si, on est en train d'y arriver, tu es en train de franchir le cap que tu peux, d'accord? Le fait de masser un peu le bas du dos, de voir un peu où elle a mal et de faire des appuis dessus, mettre des pressions, ça fait du bien, essayer de la recentrer sur quelque chose de positif. Moi je dis toujours, l'accouchement c'est comme une grosse rando et donc si vous avez des points comme ça de rando, nous en famille on fait des randos de la mort. Et on les compare toujours un peu des warriors, des randos de warriors. Donc elles ont un peu des cotations. C'est un peu ça, c'est dire, regarde, rappelle-toi, ok c'était super dur mais on y est quand même super arrivé, on a fait des pauses, on y est arrivé, c'était juste sublime d'être monté au-dessus, d'accord? Donc c'est l'encourager de cette façon-là. Parfois ne rien dire comme je l'ai dit, lui donner bien à boire, bien donner un peu d'énergie aussi. Le fait d'hydrater votre compagne permet à l'utérus en fait, qui est un muscle et qui travaille comme une compétition, de bien s'hydrater et de bien continuer à fonctionner, voilà, et la suivre, voilà, c'est elle qui va décider de tout. Alors, tout ce qui va se passer, rien n'est dirigé contre vous. C'est un grand principe, d'accord, mais ça ne va pas forcément être votre jour. Mais c'est pas très grave. C'est pas censé être notre jour. Si, parce que c'est quand même un travail d'équipe et c'est voilà. Mais sachez que même si vous ne faites rien et que vous ne dites rien, c'est extrêmement important pour elle parce que le fait que vous soyez là, vous êtes son pilier. Et elle sait que s'il se passe quelque chose, c'est vous qui allez intervenir. Pendant un accouchement voix basse, soit on sert de support, on va placer les mains et ajouter une pression là où il y a des douleurs, etc. Si maman a décidé d'être couchée, où est-ce qu'on se met? Pour la sortie du bébé, tu parles? Oui. Pour le travail, je me doute qu'on est tout près de maman et qu'on est là pour elle. Après, à la sortie du bébé, ça, moi, je pense qu'il faut en parler à vos femmes. Il y en a qui ça ne gêne pas de voir devant, d'autres qui aiment bien être à côté.
Moi, je dis toujours qu'on n'a pas besoin de spectateurs en dessous de nos jambes, réellement, et que les papas sont bien aussi à côté et voient aussi sortir de la même façon que maman, bébé, et voient tout aussi bien que d'être face. On a déjà une personne entre nos jambes, un gynéco, femme ou homme, voilà, une sage-femme qui est là aussi, mais pas obligée de se retrouver toute seule avec des spectateurs en face, tu vois. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est peut-être à voir avec votre épouse, enfin votre compagne. Et généralement, on se dit de se mettre sur le côté, d'accord, pour l'aider à pousser, pour accueillir le bébé ensemble, aussi aller chercher le bébé ensemble, aussi, voilà, tout ça. Okay. Ouais, ça me paraît être une bonne place là. Répéter peut-être avec une voix que maman connaît, les conseils que les sages-femmes et les gynécos prodiguent. Est-ce que ça peut être intéressant ou pas? Moi, je pense qu'il vaut mieux se fixer sur une voix. Parce qu'en fait, là, tout le monde est dans l'excitation. Même nous, sages-femmes, gynéco, on est là, ouais, ça va. Même après. On est tout content. Et donc, c'est bien, plus il fait calme, mieux c'est en fait. Hein, d'accord. Donc, des fois, moi, j'ai envie de. Et on se dit, allez, cool, on y va. Et on suit une seule voix, en fait. La maman va suivre une seule voix pour ne pas avoir plein d'informations et que ça ne se fasse pas efficacement. Donc moi, ce que je conseille, c'est de suivre une seule voix. Et celle qui est le mieux placée, je pense que c'est parfois le gynéco qui voit comment avance le bébé en fonction de comment maman pousse, etc. Gynéco ou sage-femme, qui est là pour accueillir les bébés aussi, parce que maintenant les sages-femmes accueillent les bébés en salle de naissance. Oui, tout à fait. Donc voilà. Bébé est là. Oui. Bébé arrive. Alors vous pouvez, quand le bébé arrive, je l'ai dit tantôt, peut-être aller le chercher en fonction de l'accueillir. Et évidemment, il va être sur maman en premier lieu en poids-peau, puisque maintenant on a la recommandation de ne pas clamper le cordon trop tôt, d'attendre qu'il arrête de battre, d'accord. Généralement, on demande au papa ou aux coparents de venir couper le cordon s'il a envie. Alors maintenant, vous le faites comme vous voulez. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on coupe le cordon qu'on coupe le lien avec la mère. Enfin voilà, tout ce que vous avez pu entendre. Voilà, c'est une symbolique qui peut être sympa pour certains papas et certains qui n'ont pas envie. C'est bien qu'ils le fassent pas non plus, quoi. Il faut se respecter, d'accord. Pour ceux qui veulent le faire, franchement, il n'y a pas de piège. Hein. Il y a 2 pinces qui sont quand même bien espacées et on coupe au milieu, d'accord. Le bébé est là. Alors oui, un truc important quand même, c'est quand le bébé vient de sortir, vous attendez pas à ce qu'il soit tout rosé quand même, hein, d'accord. Il peut être cyanosé, donc mauve, d'accord. Tout simplement parce que les poumons ne fonctionnent pas in utero, d'accord, ils sont dans de l'eau, donc voilà, et qu'au moment de la sortie, la circulation s'inverse pour faire très simple et va permettre en fait aux poumons de s'ouvrir, ce qui va permettre l'oxygénation de tous les membres. Mais ça peut prendre une petite minute, d'accord. Donc pas de stress s'il est tout cyanosé quand il sort, c'est normal, d'accord. Et puis il rosit après. Il fait son premier cri, il pleure, enfin voilà, ça dépend un peu. Il y a des bébés qui font juste et puis c'est fini, et d'autres qui annoncent à la planète entière qu'ils sont là, donc ça dépend vraiment. Il reste encore un petit peu sur maman, d'accord, parce qu'après l'accouchement, il y a la sortie du placenta. Donc après la sortie du bébé, il y a la sortie du placenta, donc l'accouchement ne se termine qu'à la fin de la sortie du placenta. Qui sort généralement dans les 20 minutes à peu près. Alors on récupère un peu 2-3 petites contractions mais qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe et on sort quelque chose qui est nettement moins osseux, qui n'a pas d'os du tout, et donc c'est vraiment moins douloureux. À partir de là, on voit un peu s'il y a eu épisio, pas épisio, déchirure, enfin s'il faut recoudre un peu le périnée. Le bébé reste encore souvent là, mais parfois on est amené, malheureusement, on aimerait bien, et dans beaucoup de services, elles aimeraient bien pouvoir laisser le bébé le plus longtemps possible sur maman. Mais il y a des contraintes administratives dans les hôpitaux, ça veut dire qu'on a besoin de certains paramètres pour pouvoir créer le bébé dans la banque de données. Et donc c'est pour ça que parfois on essaye au maximum de retarder, mais il nous faut le poids, la taille et le tour de tête pour pouvoir alors encoder un bébé dans un ordinateur et commencer les documents. Documents, il faut savoir que pour la sage-femme, voilà, et que pour la sage-femme, elle ne fait que ça, sensiblement. Enfin, j'abuse, mais
Et donc voilà, certaines contraintes administratives, s'il y a beaucoup de monde dans le service, on sera peut-être amené à faire les soins plus tôt. S'il n'y a pas beaucoup de monde, alors on essaye de faire les soins dans le maximum des 2 heures avant que vous ne retourniez en chambre. Les soins, généralement, on les fait un maximum de soins sur maman, sur les parents, maman. Et il y a des soins comme peser, par exemple, on ne sait pas faire sur maman. Et donc, du coup, on fait avec papa alors. Donc, quand le bébé arrive, il ne faut vraiment pas hésiter. Vous pouvez le toucher, il est à vous, hein, d'accord? À mettre votre main dessus, à parler parce qu'il a entendu la voix toute la grossesse. Ça rassure beaucoup. À refermer un peu le bébé qui est par exemple un peu sur le dos et qui est un peu pris par la gravité. N'hésitez pas à lui regrouper un peu les bras et les jambes, ça lui fera du bien. Et alors d'accompagner dans ces différents soins qu'on va faire au bébé. Après, c'est votre tour de peau à peau. Ça c'est vraiment bien. Et on aime bien qu'il soit quand même beaucoup sur le papa aussi. Alors oui, pour certains qui se posent la question, on ne se rase pas le torse, on laisse bien tous ses poils, c'est pas très grave. Le bébé va peut-être en sucer un ou deux, mais ce n'est pas grave. Il va les agripper aussi. Oui, c'est ça, tirer et tout. Mais il va prendre toutes les bonnes bactéries pour coloniser son intestin, donc laissez bien tout ça là. Bon, après, on profite juste des ocytocines de sa femme, ça c'est trop bien aussi parce que c'est un peu contagieux, donc profitez-en bien. Ouais. Et là, vous restez encore 2 heures avant d'aller alors dans la chambre définitive. Pourquoi 2 heures? Parce que c'est dans les 2 heures où il y a un risque d'hémorragie de la délivrance et qu'on surveille un peu maman. On surveille aussi si elle a une péri, que la mobilisation des jambes revienne bien, voilà, tout ça. Okay. Et comment bébé s'adapte aussi à la vie extra-utérine pendant les 2 premières heures. D'accord. Ça, c'était pour un accouchement voix basse. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'une césarienne? Ouais. Est-ce que c'est automatique ou est-ce que c'est un cas particulier? Est-ce que voilà. Alors, il y a différentes raisons d'avoir des césariennes, d'accord? Il y a des césariennes qui sont programmées, semi-urgentes ou en urgence vitale, d'accord? Ce qu'on appelle un peu en code rouge. Donc, on ne peut dire qu'on a accouché par le bas et que tout s'est bien passé que 2 heures après l'accouchement, d'accord? Parce que j'ai parlé il y a 30 secondes du risque d'hémorragie après, d'accord? On peut avoir une césarienne dite programmée pour plusieurs raisons. Un utérus par exemple qui est déjà cicatriciel, donc il y a déjà eu des cicatrices dessus par des interventions et on ne va pas prendre le risque de le mettre en travail et que les cicatrices se déchirent, d'accord? Par une position dite dystocique pour le bébé. Alors, de plus en plus, on commence à faire passer des premiers bébés par le bas sous certaines conditions, en siège. Mais les bébés en siège, généralement, c'est une raison de césarienne programmée, d'accord? Ça, c'est un peu, oui, en gros, les césariennes programmées. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais les plus connues sont celles-là. On peut avoir une césarienne en cours de travail, d'accord? La grossesse s'est bien passée, l'accouchement, le début de l'accouchement se passe bien, mais on voit par exemple que le bébé se fatigue un peu, que le monitoring, tu te rappelles, j'ai dit au début qu'il y avait un monitoring, montre un peu que le bébé consomme son énergie et n'a plus assez de force pour aller dans l'accouchement. Et donc du coup, on préfère sortir le bébé par césarienne pour qu'on l'accueille correctement. Ça pourrait être une césarienne aussi en extrême urgence, en code rouge, une hémorragie, un placenta qui se décolle, un bébé qui se crache complètement, voilà. Donc c'est une intervention chirurgicale qui va permettre la sortie du bébé. Alors, moi j'ai vécu une césarienne programmée pour l'arrivée de Constant. Ouais. J'ai fait des choix, je ne savais pas du tout comment j'allais réagir. Ouais. Je sais que j'ai beaucoup de mal à supporter le fait que mon épouse souffre, etc. Donc je ne voulais pas être un problème supplémentaire pour l'équipe médicale à gérer. Donc j'avais choisi d'être dans l'entrebâillement de la porte entre la zone où on fait les soins au bébé et la zone où la césarienne a lieu. Donc quand c'est préparé, la stratégie entre guillemets est choisie et on sait où se mettre, on sait quoi faire, etc. Ouais, c'est ça.
s'il y a un problème pendant l'accouchement et que Ouais. la césarienne doit avoir lieu en semi-urgence ou Ouais. en code rouge, qu'est-ce qu'on fait, nous? Alors en semi-urgence, ça veut dire qu'on a généralement le temps de réinjecter dans une péri qui existe ou le temps de faire une rachis. Et donc du coup, ça dépend un peu des hôpitaux, mais la plupart du temps maintenant, les papas sont à côté de maman s'ils le veulent, d'accord, en salle, ils ont un tabouret. Ils ne rentrent dans la salle de césarienne que quand les champs sont déjà placés. Et je vous rassure, vous voyez absolument rien. Tout à fait. La plupart des hôpitaux aussi maintenant ont ce qu'on appelle des champs avec une fenêtre. Ça veut dire qu'au moment de la sortie du bébé, on abaisse en fonction de si vous voulez ou pas, pour voir la sortie du bébé. Il faut s'imaginer qu'on ne voit absolument pas non plus l'intérieur du ventre, comme ça. Donc, Oui, parce tout va que bien. l'incision, elle a lieu Elle est assez au niveau basse, du bas du ventre Oui, de la c'est ça. maman. Et C'est donc, ça. techniquement, vous savez bien que maman, elle a Un bon ventre, bidou. voilà. Et donc, en fait, à la fois, le bidou et les champs vont cacher Ouais. ce qui se passe. Ouais. Donc, a priori, si on est placé à côté de maman, tout près de la tête de maman, il y a zéro risque qu'on voit quoi que ce Non, soit de oui, particulier. absolument pas. C'est vraiment, non, vous êtes plutôt bien positionné et surtout, vous accueillez votre bébé tous les deux ensemble. C'est ça. Et donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Mhm. Donc, vous ne rentrez que quand l'arachis est mise ou qu'on a réinjecté et que les champs sont mis. Vous êtes à côté et donc, on accueille le bébé avec vous, voilà. Il faut savoir qu'une salle de césarienne, c'est une salle d'op. On essaye de rendre un peu mieux. Enfin, plein d'endroits, on y met de la musique, on éteint les lumières. Enfin, on la rend assez conviviale, cool. Et quand le bébé sort, en fait, la sage-femme va accueillir le bébé dans un drap qu'on va quand même sécher. On va vous le représenter, d'accord, pour le sentir, pour le toucher un peu. Mais il vient d'un milieu liquide, aquatique, où on est dans une pièce qui est avec de l'air conditionné. Donc, on va assez rapidement le présenter au pédiatre. Il y a toujours un pédiatre qui est là pour une césarienne parce que c'est un accouchement dit dystocique et donc pour un problème et donc du coup le pédiatre est appelé, d'accord. Et là alors à ce moment-là papa nous accompagne pour faire les soins avec le pédiatre et comme on accueille un bébé par césarienne maintenant de la même façon qu'un accouchement voix basse. On ne fait plus sauf évidemment s'il y a une urgence ou il y a quelque chose et que le bébé ne va pas bien, il n'y a plus de gestes invasifs qu'on faisait en césarienne et qu'on ne faisait pas en voix basse, d'accord. On l'accueille de la même façon, la seule différence c'est qu'on a un pédiatre avec nous. D'accord. Et donc, vous êtes les bienvenus pour faire les soins aussi, peser, mesurer, prendre en photo, toucher le bébé, voilà, le rassurer. Parce que là, il vient de sortir avec un peu le stress de tout le monde. Donc, soyez bien là pour le rassurer. Et maman? Alors, maman, elle est un peu toute seule en salle de césarienne. Enfin, toute seule, on s'entend parce que la sage-femme, le personnel la rassure, etc. Il y a une sage-femme circulante, d'accord, qui va régulièrement prendre des nouvelles du bébé, de maman, enfin prendre des photos. Souvent, on les ramène, on les montre à maman pour essayer que maman soit impliquée. Un truc que j'ai oublié et qui est extrêmement important, enfin moi pour l'avoir vécu, c'est important que les papas vous preniez des photos ces moments-là, les moments parce que le bébé change tellement vite et on nous vole un peu ces moments-là quelque part en étant en césarienne et le fait que vous preniez des photos dès le début de l'arrivée avec le pédiatre permet à maman d'impacter un peu mieux cette naissance, d'accord. Okay. Donc ça c'est vraiment assez intéressant. Et puis dès que les petits soins sont faits, il y a beaucoup d'endroits où le papa vient représenter le bébé à maman et reste un petit peu tout près. Et d'autres endroits où il reste en peau à peau directement. Après, quand on commence à refermer maman, alors papa retourne dans la chambre, prend le bébé en peau à peau et on attend que maman revienne parce que sur ce temps-là, on la rafraîchit, on la nettoie, on lui met ses antidouleurs et on la remet dans un lit tout chaud, tout confortable pour venir vous retrouver et avoir le bébé en peau à peau avec vous. Okay. Il faut bien comprendre aussi, parce que je l'ai vécu une fois, que c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Oui. Parce qu'il y a, si mes souvenirs sont bons, 7 couches de tissu
qui sont, Si tu le dis. qui sont traversées au moment de la... 7. Mais il me semble. La l'aponévrose, les muscles grand droit, l'utérus, la poche des os. Ok, peut-être ça. À peu près, oui, peut-être que j'en loupe, hein, mais oui, sûrement, parce que moi, j'ai pas fait médecine. C'est moi qui ai fait, peut-être, voilà. En tout cas, il y a pas mal de couches différentes, que chaque couche doit avoir son propre soin, entre guillemets. Oui. Et donc, c'est à un moment... C'est là que la relativité du temps prend tout son sens, parce que on se retrouve isolé avec bébé, sans savoir exactement combien de temps maman va être seule. Ouais. Je suis certain qu'elle aussi doit... C'est pas sympa non plus de se retrouver tout seul, parce qu'on n'a pas la notion, est-ce que le bébé va bien, il va pas bien. Exactement. Voilà. Et à partir de là, peu de personnes qui viennent faire leur tour, en fait. Voilà. Ouais. Et donc, est-ce que tu as une idée du temps habituel, alors on n'est pas à la seconde près, hein, mais du temps habituel qu'il faut pour que maman puisse revenir. À partir du moment où on vous dit généralement retourner en chambre avec le bébé en peau à peau, ça veut dire qu'on arrive à mettre les agrafes ou le fil sur la peau et qu'on va la rafraîchir. Moi, je te dirais, pour ne pas trop tracasser, une demi-heure. Okay. Ouais. Le temps de remettre dans le lit, etc. Une demi-heure après, elle est toute fraîche, elle revient. Donc voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Et commence alors ces 2 heures de période Alors non, parce qu'en salle de césarienne, vous allez parfois dans des salles dites de réveil, mais qui sont dans la salle, dans les salles de naissance. Hein. Et vous n'êtes pas séparés avec papa, maman. Enfin, ça, je m'en souviens, oui. Enfin, il y a des endroits où c'est parfois un peu séparé, mais de moins en moins, parce qu'on privilégie la sphère parentale. Et là, vous y restez parfois 3 ou 4 heures, en fait, parce que c'est une intervention chirurgicale, d'accord ? Donc, il y a tout l'aspect anesthésie, tout l'aspect chute de tension, paramètres, hémorragie, etc., qui est vu de façon un peu plus longue qu'un accouchement voix basse où tout s'est bien passé. C'est marrant parce qu'en parlant, je revois les images de ce moment où on se retrouve tous les 3 après la naissance de Constant, mon aîné, et où c'est les premiers moments où on est vraiment tous les 3, etc. Et je me souviens d'avoir envoyé le message. C'est un peu particulier parce que Constant, c'est un prénom de famille. Ah oui. Et donc voilà, c'était un moment où j'envoie le message en disant voilà, Constant est né, etc. Voilà. Après, c'était à 2h du matin, donc on n'a pas eu... Tout le monde. Non, j'ai réveillé personne. Personne ne s'est rendu compte de quoi que ce soit. Et c'est quand ils se sont réveillés chacun qu'ils ont découvert la nouvelle. On n'avait pas donné le nom, les prénoms d'avant. Et enfin voilà, c'est marrant pendant que tu décris les choses, je revois ce moment-là. C'est souvent ce qu'on fait. Hein. On annonce de nouveau à la planète entière qu'on est papa, qu'on est parent. C'est trop gai. Est-ce qu'il y a des différences pour les jours qui suivent l'accouchement entre un accouchement voix basse et une césarienne? C'est clair qu'une césarienne, c'est une intervention chirurgicale abdominale et donc il va y avoir des précautions jusqu'à 6 semaines souvent. Par exemple, pour la maman, de ne pas porter des charges lourdes, de faire vraiment attention. La charge la plus lourde qu'elle pourra prendre, c'est son bébé et le maxi-cosy, d'accord ? Donc il y a un besoin d'aide plus important pour le postpartum. La mobilité, évidemment, quand tu as eu un accouchement par le bas ou une césarienne, on essaye maintenant de plus en plus dans les césariennes de l'élever très vite, de retrouver une mobilisation. Elles ont des antidouleurs super top maintenant qui permettent une mobilisation plus rapide. Une voix basse qui a eu un périnée qui est un peu plus morflé, tu peux aussi être ralenti dans ta mobilisation. Donc voilà. Il y a des antidouleurs des 2 côtés, que tu sois une voix basse ou une césarienne. L'allaitement, alors on parle souvent que l'allaitement est retardé, peut être retardé en tout cas avec une césarienne. Alors c'est parfois le cas, je dirais pas forcément souvent, mais parfois le cas dans des césariennes programmées parce que le corps il est encore baigné d'hormones de la grossesse, il n'est pas en train d'accoucher. On interrompt la grossesse mais pas naturellement. Et donc du coup il faut qu'ils disent ah oui ok je suis plus enceinte, voilà. Il faut savoir que le déclenchement de l'allaitement il y a
il est fait aussi par la libération du placenta, d'accord, le fait qu'on n'a plus ces hormones de la grossesse, et que ça peut être retardé d'1 ou 2 jours, d'accord, mais ça n'empêche pas un allaitement maternel qui peut durer aussi longtemps si on a une césarienne qu'une voie basse, d'accord. Juste le début, parfois, doit se mettre un peu en marche différemment. Sinon, il y a de moins en moins de différences, si ce n'est quand même que c'est une intervention chirurgicale, que vous allez avoir en fonction des protocoles de service des injections d'héparine à bas poids moléculaire pour éviter les risques de phlébite, de thrombose veineuse, etc. Parfois des bas varices aussi, mais ça c'est très protocole dépendant. Voilà. Mais on peut de plus en plus, la sonde vésicale est retirée très vite parce que j'ai oublié de dire que quand on a une césarienne, on met une sonde vésicale, mais quand on est déjà sous anesthésie, donc on ne ressent rien, parce que la vessie se trouve devant l'utérus et qu'on a besoin qu'elle soit vide pour avoir un accès au bébé plus facilement. D'accord. Et cette sonde vésicale, vous la gardez encore un petit peu. Franchement, on ne la sent pas et c'est plutôt sympa, ça nous évite des mobilisations alors qu'on vient d'être opéré. Et elle est de plus en plus retirée très vite maintenant, d'accord. Donc même ça, il n'y a plus trop de soucis avec ça. Donc, les césariennes actuelles, franchement, se mobilisent beaucoup plus vite, on remange plus vite et on n'a plus sa sonde vésicale très vite. Donc on retrouve une autonomie un peu plus rapide qu'il y a 20 ans. D'accord. L'accouchement a eu lieu, on passe 2 ou 3 jours à la maternité en fonction de... En fonction des choix et en fonction de la voie de sortie du bébé. C'est ça. À partir de là, c'est un jeu qui se joue à 3. Ouais, à 3 ou à 4-5. Oui, on est d'accord, mais le nouveau bébé... Chez un premier bébé, ça se joue à 3. Voilà. Ouais. Alors, le retour à la maison est un peu parfois compliqué, d'accord. D'abord, vous allez rentrer, vous ne savez pas trop où vous allez déposer le bébé, hein. On ne sait pas, sur la table, sur le fauteuil, ça va où, un peu comme un nouveau bibelot qu'on a, tu vois. Donc, il va falloir lui trouver une petite place. Ça, c'est pour la blague, mais c'est vraiment ça. Vous penserez à moi quand vous le déposerez, vous ne savez pas trop où. Après, la première nuit peut être parfois assez compliquée, d'accord? Tout simplement aussi parce que vous rentrez dans un moment où la congestion va peut-être arriver si vous allaitez et c'est un peu plus compliqué quand on est tout seul, qu'on n'a plus la sonnette à l'hôpital. Donc n'hésitez pas à avoir de toute façon votre sage-femme de référence qui va vous prendre en charge après, que vous pouvez appeler au moment où c'est un peu compliqué, d'accord? Ça, ce sera à voir avec elle. Le papa, il va être là aussi pour calmer un peu le jeu. Donc la nuit va être peut-être compliquée, le bébé va être un peu plus électrique, un peu plus... il ne connaît pas l'endroit, l'odeur, les bruits, etc. Et donc le seul moyen de le rassurer, ça va être de l'avoir sur vous, d'accord, en peau à peau, en balancement, etc. Ça, il ne faut vraiment pas hésiter. Et sur papa, c'est vraiment bien aussi, parce que sur maman, il n'y a rien à faire. Ça sent le pain au chocolat tout le temps. Donc voilà. Après, c'est assez sympa que le bébé soit au sein aussi tout le temps en fonction de comment maman le supporte évidemment, parce que plus le bébé va venir au sein, plus ça va soulager la congestion. Donc c'est quand même sympa. Mais parfois, il y a certaines mamans qui ont dur avec ça, donc il ne faut pas hésiter à papa que vous le preniez en peau à peau. Il faut savoir qu'à la maison, le peau à peau, il est vraiment bien, il faut le continuer. C'est quelque chose qui va rassurer beaucoup le bébé dans les premiers moments, voire même plus tard. D'accord ? Après, le bébé se rendort généralement vers 4-5 heures du matin. Donc il faut vraiment tous les deux, si vous avez été éveillés tous les deux, de vous autoriser à vous rendormir jusqu'à 10-11 heures facilement. D'accord ? On n'est pas obligé d'être levé à 8 heures du matin comme dans la vie active habituelle. Non, non. Plus vous allez vous reposer en suivant le rythme du bébé, mieux vous allez supporter le postpartum tous les deux. D'accord ? Et puis après, il n'y a rien à faire, les papas ils vont devoir courir beaucoup, courir faire des courses, courir déclarer le bébé à la commune, à la mutuelle, aux allocations familiales, etc. Donc de nouveau, faites-vous aider, d'accord ? Pour les courses, trouvez peut-être quelqu'un pour le faire, collect and go par exemple, je dis ça, mais vous voyez des trucs...
je peux pas dire une marque en préférence, mais on a bien compris. L'idée, voilà, c'est de préparer les voilà. courses sur son smartphone et puis d'aller les chercher au dernier moment. Voilà, exactement. Aller essayer d'avoir préparé déjà des trucs à l'avance, genre soupe, sauce bolo, etc. Ou d'autoriser quelqu'un à vous amener à manger aussi. De prendre les rendez-vous chez les médecins, pédiatres, etc. plutôt l'après-midi. D'accord, et pas le matin à 8h du matin où en fait le bébé vient de se rendormir, d'accord, ce genre de petites choses-là. Maintenant, vous avez quand même plusieurs jours de congé, 20 jours de congé paternité pour ceux qui ne sont pas indépendants. Donc ça nous fait à peu près 3 à 4 semaines, en fonction, voire même peut-être plus en fonction de comment vous les prenez. Mais il faut pouvoir en profiter. Commencez pas à faire les travaux dans la maison ou à faire des choses. Profitez de votre famille et du bébé en suivant son rythme et en essayant de s'économiser le plus possible et de se faire aider pour que ça aille le mieux possible. C'est ça. Ouais. Ça, c'est si on est 3. Si vous êtes 3, s'il y a des grands... S'il y a déjà des grands. Alors, s'il y a des grands, de nouveau, se faire quand même aider pour les conduire à l'école ou pas. Et alors, c'est peut-être que papa ne sacrifie pas sa nuit, que maman, qui de toute façon à l'aide va devoir se réveiller pour nourrir le bébé, pourra se rendormir la journée quand les grands sont à l'école ou à la crèche par exemple. Mais peut-être que papa, lui, va pouvoir peut-être un peu dormir la nuit pour pouvoir gérer les grands. Donc de trouver un peu un moyen comme ça de pouvoir s'économiser un peu et de sacrifier une nuit, un ou l'autre. Et que ce soit peut-être papa qui s'occupe des grands ou maman se lève justement parce que le bébé et peut-être les habille, papa va les conduire, elle va se recoucher, voilà. Okay. Trouver c'est pas évident, mais trouver son rythme, oui. Après, les grands, ils vont peut-être aussi avoir besoin de revenir dans votre chambre aussi. Parce que souvent, le bébé, il est dans votre chambre. C'est ce qu'on recommande d'ailleurs. Et donc, ils comprennent pas pourquoi lui, il a le droit et pas eux. Franchement, laissez-les revenir. Mettez des matelas partout. Au sol, on s'en fout. Ils vont y dormir une nuit ou deux maximum et puis ils vont retourner dans leur chambre parce qu'ils auront compris qu'ils étaient mieux. Mais au moins, de les laisser faire comme ça. D'accord ? Après aussi, s'ils n'ont pas envie le lendemain d'aller à l'école, franchement, ils ont le droit d'accueillir le bébé aussi. Et ce n'est pas un jour en moins à l'école qui va poser problème. La dernière chose que je voulais discuter avec toi, parce que c'est quelque chose dont on m'a aussi parlé, moi je ne l'ai pas vécu, mais je sais que ça existe, c'est les différentes amplitudes de ce qu'on appelle le baby blues, la dépression postpartum, etc. Ouais. J'ai eu des messages de papa qui étaient très perdus par rapport à ça et qui ne savaient pas trop comment aider leur compagne. Le baby blues, donc c'est un état émotionnel chez la maman où elle pleure beaucoup émotionnellement. C'est lié à la chute des hormones. Ça arrive généralement au moment de la congestion. Elles peuvent pleurer pour tout et pour rien, changer d'humeur, elles peuvent rire, passer du pleur au rire. Le baby blues, c'est plutôt être en mode pleurs ou émotionnellement négative, sans être trop impressionnant. Allez, les 6 premières semaines, ça reste tout à fait normal, d'accord ? On parle de dépression du postnatal quand ça continue, d'accord ? Et quand il y a des choses un peu plus compliquées qui s'installent, des mamans qui pleurent beaucoup, qui ont leur bébé dans leurs bras, qui disent « mais enfin pourquoi je pleure alors que tu es en bonne santé ?» et tout ça, qui se sentent dépassées de tout, qui alors n'ont plus beaucoup de possibilités de trouver du positif. Elles essayent de se dire « ben oui, c'est positif d'avoir un bébé, mais en fait c'est super dur. » Voilà. Et ça, réellement, je vous invite à consulter. Alors, c'est très difficile parce que faire le pas d'aller chercher un psychologue, c'est difficile. Mais les psychologues de première ligne, des psychologues en périnatalité, sont vraiment là pour vous aider. Je pense qu'un des premiers interlocuteurs aussi, c'est votre médecin traitant. Si vous avez un bon conseil, un bon lien avec le médecin traitant, ou le gynéco ou votre sage-femme, de pouvoir, nous alors, en fonction de l'autorisation que les couples nous donnent, de vous, ce qu'on appelle réseauter, de vous référer à des personnes de référence pour pouvoir éviter que ça
s'éternise ou ça ne dure. Il ne faut jamais minimiser ce qu'elle ressente, d'accord? Ça c'est très important, comme pour le travail ici. En fait, oui, parfois elles vont se sentir incompétentes, même si le bébé grossit bien, etc. Il ne faut pas leur dire « non, allez, ça va », non, pas du tout. C'est leur sensation, d'accord? Et donc il faut pouvoir les écouter. C'est de nouveau pas dirigé contre vous, c'est assez dur, mais peut-être alors c'est à vous de ou nous appeler ou de peut-être prendre contact avec le médecin et de voir un peu ce qu'on peut faire pour ça. D'accord? Alors, je voudrais bien juste revenir sur, on parle de la dépression du postpartum chez la mère, mais il y a aussi 10% des papas qui subissent une dépression du postpartum aussi. D'accord. Hein. D'accord? Okay. Ça, et ça, on en parle très très peu. Donc, vous aussi, si vous êtes un peu en mode baby blues comme ça, faut pas hésiter à prendre contact et à être pris en charge aussi. Hein. C'est pas une faiblesse, hein. C'est vraiment devenir parent, c'est difficile, c'est beaucoup de responsabilités. On s'en rend pas forcément compte quand on fait le choix de devenir parent, mais quand on y est, voilà, c'est pas forcément tout rose. Et ça peut être juste, mais il faut vraiment pas hésiter de se faire aider. Ok. Ok. Merci beaucoup. De rien. Parce que, pour être tout à fait honnête, voilà, tu as répondu à beaucoup de mes questions. Ouais. J'ai essayé de collecter un petit peu les questions que les gens avaient autour de moi et on y a répondu aussi. Ouais. Moi, ce que je te propose, c'est que dans les commentaires des vidéos, etc., je vais être très attentif aux questions qu'on pourrait me poser. Okay. Et si réellement il y a lieu de faire une rencontre supplémentaire, à ce moment-là, on partira des questions des gens. Si tu devais terminer par, vu ton expérience, les conseils que tu peux donner au papa pour que les choses se passent bien. Alors, le premier conseil que j'aurais à donner, et ça c'est très, c'est trouvez-vous une sage-femme dès le départ. Le plus tôt possible. Trouver une sage-femme, c'est parfois compliqué en postpartum. Le fait d'avoir une sage-femme qui vous accompagne dans les différents moments de la parentalité comme ça va vous aider à vous mettre en sécurité et à répondre à toutes les questions qu'on n'aurait pas répondu, par exemple, pour préparer cette naissance, accueillir le bébé en salle de naissance et pouvoir vous aider en postpartum aussi. Donc je rappelle que la sage-femme, elle est là du préconceptionnel jusqu'au 1 an du bébé minimum, d'accord? Et que ça vaut la peine d'avoir, comme on a un médecin traitant pour la famille, d'avoir une sage-femme de famille, moi j'appelle ça, mais une sage-femme de référence qui peut être là pour vous aider à des moments difficiles, d'accord? Est-ce qu'il y a des annuaires pour ça? Alors oui, vous pouvez trouver, en tout cas en Belgique, sur le site sagefemme.be. En fonction de la localité, vous pouvez trouver la sage-femme qui habite dans votre coin. Ou peut-être qu'il y a une copine qui en a une, peut-être aussi il y a des listes dans les hôpitaux qui donnent des sages-femmes, mais vous trouvez assez facilement les sages-femmes, oui. Mais je vous invite à les contacter assez tôt dans la grossesse parce que sur la fin c'est compliqué. Ok. D'accord, donc ça c'est un conseil. L'autre conseil c'est de ne pas hésiter à appeler à l'aide, enfin je dis appeler à l'aide, mais en tout cas à vous faire aider dans différents moments parce qu'il y a un dicton, je l'ai déjà dit, africain qui dit qu'il faut toute une tribu pour élever un enfant et ça vraiment, c'est vraiment vrai, il ne faut vraiment pas hésiter. Il faut que ce soit aussi... la naissance d'un bébé, c'est un travail ensemble, d'accord? Il ne faut pas hésiter à émettre vos besoins tous les deux. Si vous n'émettez pas vos besoins, vous connaissez votre compagne, mais vous ne savez pas lire dans ses pensées. Et inversement. Donc ça, pour moi, la communication, elle est extrêmement importante aussi. Communication entre vous, entre les différents professionnels de la santé, parlez. Et ça règle beaucoup de non-dits, de conflits qu'il pourrait y avoir ou d'agressivité. Voilà, donc ça c'est très important. Je pense que les professionnels de la santé à l'heure actuelle sont tout à fait ouverts à vous écouter et à répondre à vos besoins. Je pense qu'on est bien. On est pas mal. Ouais, je pense qu'après il y a peut-être encore d'autres choses, mais je trouve que ça c'est vraiment l'essentiel. Okay.
Super. Voilà. Merci Muriel. Avec plaisir. Et puis Voilà. belle journée à toi. Oui, bah, vous aussi. Hein. Et belle naissance à ceux qui vont accueillir un bébé. Alors, du coup, Merci. belle rencontre. Voilà.